Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui ose. Si bien que le verbe oser apparaît dans le titre de son nouveau spectacle. Il faut dire qu'elle a un parcours plutôt surprenant. Mon invité du jour a décidé de se lancer dans une discipline d'ordinaire réservée aux hommes, les spectacles d'hypnose. Elle est la première femme hypnotiseuse de France et apporte une touche bienveillante et didactique à ce milieu. Alors, l'hypnose, est-ce un don, une faculté? Est-ce que tout le monde est réceptif? Comment se confronter à un public dont on ne connaît pas les réactions? C'est avec Djorda que nous allons en parler aujourd'hui. Djorda, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. La devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024 ? Mon début d'année commence merveilleusement bien parce que justement, j'ose. Et j'ose révéler mon hypnose, j'ose révéler également aussi qui je suis. Vu que dans ce nouveau spectacle, je me dévoile un peu plus parce que je me dis si j'ai envie et si j'aimerais que les personnes qui viennent sur scène osent se dévoiler, je dois moi-même également me dévoiler un peu plus. Et j'ose exprimer l'hypnose que je ressens, j'ose échouer, recommencer, me perfectionner pour avoir vraiment la meilleure version de mon nouveau spectacle. Tu seras au Théâtre de l'Européen le 14 février et le 13 mars 2024 et surtout en tournée dans toute la France. Alors Djorda, raconte-nous, quel genre d'enfance as-tu eu ? Alors, toute petite, j'étais persuadée que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Ma vie n'était qu'aventure, peu m'importait le résultat, c'était juste la joie de tenter l'aventure, d'essayer. Donc ça, c'était vraiment génial. À un moment donné, j'ai eu un événement qui m'a vraiment plombée. C'est ce que j'essaye, sans plomber, mais c'est ce que j'essaye d'exprimer dans mon spectacle. Et de par cet événement, la petite fille qui était sûre d'elle, capable de grandes choses, là, je me suis retrouvée face à une personne qui ne croyait plus en elle, qui n'avait plus du tout confiance en elle. Donc, du coup, toutes mes perceptions étaient biaisées parce que je me sentais nulle. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 15 ans. 15 Donc, ans. une jeune adolescente. Ouais. Tu peux nous parler de cet événement ? Un accident qui m'a percuté de plein fouet, enfin surtout ma famille, et ça a chamboulé mon monde merveilleux. Et peu à peu, j'ai vraiment découvert que le monde que j'avais avant et le monde que je me fabriquais depuis cet accident, c'était plus du tout le même, alors que oui, à l'origine c'était le même, c'est juste moi que je ne le percevais plus du tout de la même façon. Il y a eu des séquelles après cet accident ? Oui, il y a eu de graves séquelles, pas pour moi, mais pour les personnes qui m'entourent. Et de cet événement, j'ai voulu essayer de me relever pour tenter de relever les personnes qui ont subi cet accident. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai compris que c'était mes perceptions qui s'étaient biaisées. Moi, j'étais toujours la même, mais voilà, cet accident m'a percuté de plein fouet. Dans quel milieu as-tu grandi ? Est-ce que c'était un milieu artistique ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout de gens qui étaient dans le développement personnel ou le spectacle. Que faisaient tes parents ? Alors, mon papa est assureur et ma maman employée de banque. Tu avais des frères et sœurs ? J'avais des chiens et des chats. Ah, fille unique donc. Fille unique. Tu sais que les filles uniques développent une grande imagination en général. Voilà. J'ai un monde merveilleux dans ma tête. Tu rêvais de quoi petite ? Alors depuis toute petite, depuis mes 8 ans, je rêve d'être sur scène et d'être comédienne. D'accord, donc vraiment c'était ton rêve, ton ambition, tu te voyais sur scène. Je me voyais sur scène faire du one-woman show et faire rire les gens. Et c'était qui tes idoles à l'époque ? Mon premier spectacle, je m'en souviens, j'avais rien compris. C'était Bedos. Ok. Donc je comprenais absolument rien, mais j'étais fascinée. Après, j'avais adoré Pierre Palmade. D'accord. Ouais. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai découvert Foresti. Donc vraiment l'humour. Tu te lances dans des castings ou tu te formes d'abord ? Comment tu fais ? Tu te dis allez, je me lance, je tente les castings ou tu as
d'abord fait une petite formation Non, j'ai tenté d'artiste? aucun casting parce qu'au fur et à mesure, je me suis dit non, mais en fait, je veux faire rire les gens, mais non, finalement, je veux faire du théâtre. Donc, j'ai été dans plusieurs écoles de théâtre. Et au fur et à mesure, J'ai même lu que tu étais formée à la comédie musicale, donc artiste pluridisciplinaire. Oui. Tu chantes, tu danses et tu joues la comédie. Et je joue la comédie. Mais quelle était ton intention à ce moment-là? Mon intention à ce moment-là, c'est d'être, de vivre de ma passion et d'être reconnue. Donc là, la formation pour toi est fondamentale. Donc tu es plutôt structurée. Tu te dis, je me forme avant de me lancer. Alors, c'est ce que je pensais avant. Parce que tu vois, pour l'hypnose, j'ai la chance d'être hypnotiseuse, d'être la première femme hypnotiseuse de France. C'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse de spectacle que je vis mes plus belles émotions. Et je n'ai eu aucune formation. Je suis quelqu'un qui apprend très, 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 très vite. En plus, je suis bonne comédienne. Et étant sympa, en fait, quand tu rentres dans ce milieu un petit peu populaire, divertissant, comique, c'est de bouche à oreille. Ah là là, va la voir, elle est super sympa. En plus, elle joue bien. Ah oui, tiens, tu veux jouer dans cette pièce? Ah oui, tiens, je rentre. Et ça s'est fait vraiment comme ça. En fait, j'ai passé un casting pour toutes les pièces que tu vois sur mon CV. Alors, on peut aussi enchaîner sur les tournages séries télé. J'ai vu même que tu étais dans Scène de ménage. Oui. Donc là, comédienne Mm. à part entière. Tu te dis, je me lance, je deviens comédienne. Et à quel moment tu découvres l'hypnose et comment? Alors moi déjà, j'ai découvert l'hypnose toute jeune, mais de l'auto-hypnose parce que je faisais du sport à haut niveau. Ah, Et on nous faisait faire beaucoup de sophrologie, les coachs nous parlaient de manière PNL, et l'auto-hypnose, c'était vraiment pour la concentration, la confiance et la visualisation de la meilleure performance mais c'est possible. là où c'est extrêmement intéressant. Est-ce que l'auto-hypnose, ça ressemble à l'autosuggestion? Mais ça part de là, oui. Ça part de là. Oui, oui, ça part de là. Et à la parole créatrice. Mais oui. Et au coaching. Et à la visualisation. Et à la visualisation. Parce qu'en fait, moi, je l'ai appris et je l'apprends et vraiment, je le dis et j'en suis sûre, c'est que le cerveau vraiment ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc au début, alors ce qui va être compliqué, ça va être d'essayer de visualiser parce que tu vas avoir plein de petites pensées parasites. Ah mince, j'ai pas fait mes courses. Bon, allez, c'est bon, concentre-toi. Ah mince, il faut que j'aille chercher ma fille. Bon, allez, donc c'est toutes ces petites pensées parasites que tu vas devoir justement essayer de refouler. Donc au début, la visualisation peut être laborieuse, mais à force de te forcer, la visualisation qui une première fois durera 1 minute, peut-être que la fois d'après elle durera 3 minutes, puis la fois d'après 10 minutes. Et c'est vraiment ça, c'est quand tu te visualises vraiment ou quand tu penses à un événement qui t'a rendue heureuse, tu sens qu'il y a tout ton corps qui ressent cette euphorie, tu te mets à sourire parce que ça y est, ta concentration t'a permis de visualiser ou de te ressouvenir, de te rappeler de quelque chose qui t'a rendue heureuse. Du coup, ça a généré en toi des émotions et du coup, ce sont ces émotions qui génèrent le changement. Tu connais cette phrase, elle ne savait pas que c'était impossible, donc elle l'a fait. Ah non, mais c'est merveilleux, je vais la noter. Alors, tu découvres l'hypnose petite quand tu faisais du sport à haut niveau. Oui. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? De l'athlétisme. Pendant longtemps? Pendant toutes mes années de collège. Donc, tu avais déjà cette façon d'appréhender ta vie, le travail avec le dépassement de soi et puis cette exigence Ouais. sportive. Mm. Et donc, une hygiène de vie Eh oui, plutôt saine. plutôt saine. Et là, quand tu faisais de l'athlétisme, c'était quoi? Un hobby? Non, c'était parce que j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours aimé aller au-delà de mes limites et en fait, c'est venu malgré moi. Ce sont des professeurs qui ont parlé à mes parents et hop, j'ai passé une espèce de concours d'entrée et hop, c'est parti. Alors, l'auto-hypnose sur toi, qui s'assimile à l'autosuggestion, Mhm. mais comment deviens-tu cet artiste en 2018, premier show d'hypnose, Jorda vous hypnotise? Comment ça se crée, ce genre de spectacle? Et à quel moment tu te rends compte que tu as, j'ai envie de dire, un pouvoir sur l'autre? Alors en fait, je joue dans un théâtre, une comédie. Dans ce théâtre, je rencontre un mentaliste. Moi, je ne connais pas du tout ce monde magie, mentalisme, hypnose, parce qu'il faut savoir que je ne savais même pas qui était Mesmer. Hein. C'est vraiment ce monde est Tu totalement. connaissais pas du tout? Mais non, l'hypnose de spectacle, voilà, je ne connais pas du tout. J'aime les gens, je suis très curieuse, donc du coup, je pose des questions. Je ne sais pas ce qu'est le mentalisme, donc je me dis, découvrons. Ok. Et lors de ce spectacle, il y a 15 minutes d'hypnose. D'accord. Et du coup, je réagis comme la plupart des sceptiques en me disant, c'est pas possible, ce sont des complices, ce sont des comédiens. Sauf que moi, l'avantage que j'ai, c'est que jouant dans ce même lieu, je vais voir ce spectacle plusieurs fois, me rendant à l'évidence que non, ce ne sont pas des comédiens, vu qu'il n'y a jamais le même nombre d'hypnotisés, ce ne sont pas les mêmes personnes. Parfois, lorsque ça ne marche pas, la personne continue son spectacle de mentalisme.
Et en fait, c'est parti comme ça sur un challenge parce que j'adore les challenges. En fait, ce qui me fait avancer, ce sont les challenges. On le sent. Ah oui. Hein. On sent énergétiquement que tu es dans le challenge. Ouais. Ça ne m'étonne pas que tu aies fait de l'athlétisme, mais on te sent bien faite. Ah bah, c'est cool. Hein. C'est cool. Et du coup, donc, on commence à se tirer la bourre tous les deux, savoir lequel des deux spectacles aurait le plus de monde. Et à un moment donné, je suis dans le théâtre et je me dis, c'est pas possible. Pourquoi on a moins de monde que lui maintenant? Et donc, ce jour-là, il y a la caissière qui dit, bah, t'as qu'à devenir hypnotiseuse, peut-être que t'auras du monde. Oh oh. Et là, ce jour-là, il y a le directeur de théâtre qui est là. Il fait, bah, écoute, si tu deviens hypnotiseuse, moi, je te produis, tu serais la première en France. Et donc, challenge lancé, Et donc, défi relevé. relevé. Je rencontre donc ce fameux mentaliste, Léo Brière. Et bon, on parle tous les deux. Et ensemble, on a coécrit mon premier spectacle, Jurda vous hypnotise. Et donc, le spectacle actuel, Hypnose. Mais alors, attends. Tu écris le spectacle, mais de là à écrire un spectacle et le jouer en tant que comédienne et devenir hypnothérapeute sur scène. Hypnotiseuse. Hypnotiseuse, oui, hypnothérapeute, c'est autre chose. D'ailleurs, on va parler de la différence. À faire tomber les gens, comment tu t'es formée? Bah, tu te formes pas. C'est pour ça que c'est vraiment le saut dans le vide. C'est que, autant en tant que comédienne, tu sais que s'il n'y a pas trop de personnes dans le public, bah, la pièce est peut-être moins euphorique lorsque tu la joues. Mais moi, sur scène, en tant qu'hypnotiseuse, sachant que ce sont les hypnotisés qui vont faire le spectacle, bah, si j'ai pas d'hypnotisé, j'ai pas de spectacle. Donc en fait, voilà, je suis dans tous mes états parce que ma toute première date, c'était en novembre du coup 2018, sachant que je n'ai jamais hypnotisé qui que ce soit, je ne sais pas ce qu'est l'hypnose. Il faut que j'écrive un spectacle, les ventes sont lancées. Donc oui, c'était vraiment à Paris et puis ça a été et la magie du cerveau. J'ai été malade pendant une semaine, donc aphone, sachant que l'hypnose ça part de la voix, donc de ta conviction, parce qu'en étant convaincue, tu en deviens convaincante, mais c'est aussi la voix. Et je n'avais plus de voix. Et la magie de la scène, du cerveau, enfin, la magie. Bah, lorsque je suis arrivée sur scène, ma voix est revenue. Lorsque la scène était finie, hop, la voix est repartie. Quelle est la définition de l'hypnose alors? Alors, l'hypnose, pour moi, c'est un état. Alors, là, moi, ce que je dis tout souvent, c'est lorsque tu es hypnotisé, c'est ton inconscient devient spectateur de ton. Enfin, ton conscient, pardon, devient spectateur de ton inconscient. En fait, c'est l'inconscient qui prend le devant de la scène. Le conscient est là, il veille. Si bien que j'ai plusieurs personnes qui ont été hypnotisées qui me disent « Ah non, mais c'est pas possible, mon prénom, mais je sais comment je m'appelle, il est là, mais c'est comme si malgré moi, je pouvais pas le dire. » Et donc ça, c'est merveilleux parce que oui, comme je le dis, l'hypnose, ce n'est pas un état d'inconscience. C'est fou, c'est absolument incroyable. Et on a du mal à comprendre sur quoi ça repose en fait. Lorsque tu poses tes mains et que tu fais justement, j'allais dire sombrer, que tu mets dans une personne dans un état d'hypnose, tu travailles sur quoi? Je travaille, je pense, sur la confiance. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie que dans ce nouveau spectacle, j'ai envie d'être plus moi, de pas forcément respecter les codes, l'hypnose, mystère, etc. Tu y apportes beaucoup d'humour, Ah bah, c'est c'est ça cool. qui est sympa. Parce qu'effectivement, des spectacles d'hypnose, des fois, c'est un peu glauque. On peut se dire, c'est sombre un peu, ça peut faire peur. Et toi, tu amènes une joie, c'est drôle. Et puis, tu abordes des sujets, tu fais dépasser les peurs, les craintes. Enfin, d'ailleurs, quels sont les bienfaits de l'hypnose sur les gens? Certaines personnes sortent transformées de ton spectacle. Oui, alors après, c'est vrai que c'est pour ça que je te disais en amont que ça vraiment, c'est en tant qu'hypnotiseuse que je vis mes plus belles émotions parce que je le vois, j'ai la chance à la fin de chacun de mes spectacles d'être à la sortie. Donc du coup, c'est génial parce que tu vois le véritable public qui ne peut s'empêcher de demander aux hypnotisés, mais c'est pas possible, mais là, vous avez vraiment oublié, là, vous vous êtes vraiment cru, vous vous appelez Jean-Pierre, mais comment? Donc c'est génial parce que du coup, ils se rendent compte que ce sont vraiment de réelles personnes qui ont vraiment été hypnotisés, qui expriment leur expérience, eux-mêmes un petit peu waouh, déboussolés par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne s'est pas passé une seule représentation sans qu'un hypnotisé vienne me voir en me disant merci. Merci, c'était. Merci, j'ai senti, je me sens bien, merci. Après, c'est du spectacle, ce n'est pas de l'hypnose thérapeutique, donc le bienfait, il est réel. Il ne restera sans doute pas pendant une éternité parce que c'est du spectacle et le spectacle, c'est un divertissement ponctuel. Et faire de l'hypnose en spectacle, c'est aussi un saut dans l'inconnu parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ton public, chaque soir, est différent. Comment tu abordes chaque soirée face à cet inconnu? Alors, déjà, avant d'entrer sur scène, je demandais à chaque fois combien de personnes j'avais.
chose que je ne veux plus faire du tout. Parce que tu as beau, devant un public lambda qui ne te connaît pas, tu as beau être la même Jurda avec ton même costume, ton apparence. Moi, je l'ai vraiment vérifié malgré moi. Tu ne dégageras pas les mêmes ondes. Sachant qu'en hypnose de spectacle, on va dire qu'il y aura à peu près 8 à 10% de personnes réceptives très rapidement. Donc, si j'ai une salle de 30 personnes, tu te dis, oh là là, ça veut dire qu'au mieux, peut-être, je vais avoir 2 personnes. Donc, tu rentres pas du tout avec les mêmes conditions que si tu faisais une salle de 1000 personnes. Et moi, j'ai juste envie de rentrer sur scène avec la joie de me dire, c'est génial, qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Pour pas me laisser, justement, ronger par toutes ces pensées négatives. Et du coup, effectivement, j'ai tous mes sens qui sont exacerbés parce que même il y a ce que j'ai dans ma tête et il y a ce qui se passe réellement sur scène. Pourquoi l'hypnose, que ça soit le spectacle d'hypnotiseur ou même les hypnothérapeutes, sont souvent des hommes et non pas des femmes ? Alors, en hypnothérapie, par contre, il y a beaucoup de femmes. Ah, Ouais, il y a vraiment beaucoup de femmes. En hypnose de spectacle, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est vraiment une discipline qui est assez ancestrale, comme la magie, où tu as le magicien et la jolie assistante. Après, tu as des magiciennes qui, justement, renversent ceci. Mais je ne sais pas du tout pourquoi c'est un pourquoi c'est un domaine masculin. Je ne sais pas. lorsque toi, en tant que artiste avec des shows d'hypnose, tu te considères une artiste à part entière ou parfois tu as envie d'aller vers l'hypnothérapie ? J'en fais déjà. C'est pour Tu ça que reçois individuellement ? en fait, j'ai passé durant le Covid ma certification, me permettant, moi, dans ma tête, de me sentir plus légitime dans mon savoir-faire d'hypnose thérapeutique dans l'accompagnement. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, j'essaie d'y incorporer, l'air de rien, beaucoup de suggestions positives. À un moment donné, comme le moment de la planche, à un moment donné où une personne va avoir le vertige et va pouvoir justement au fur et à mesure appréhender sa phobie, appréhender son appréhension et vaincre sa peur. Donc, parce que justement, je suis consciente que l'hypnose thérapeutique est un outil incroyable, j'ai envie de montrer à travers le spectacle. Mais regardez, si vous avez vu en quelques minutes des choses qui vous paraissent spectaculaires alors que je n'ai pas le temps, imaginez ce que vous pourriez faire en ayant du temps avec un hypnotiseur de l'hypnose thérapeutique. J'ai l'impression qu'on règle l'hypnose pour arrêter la cigarette, on le sait, pour freiner les peurs contre les souris ou je sais pas quoi, on connaît. Est-ce qu'on pourrait modifier les mémoires cellulaires d'après toi ? Alors là, on part vraiment dans une spiritualité totalement autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux changer des habitudes comportementales. Ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Mais en tout cas, une habitude comportementale que tu auras d'ancrer depuis ton plus jeune âge, oui, grâce à l'hypnose, moi, je suis convaincue qu'on peut la modifier. Pas en un claquement de doigts, pas peut-être en plusieurs séances et dans le temps, mais en tout cas, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui prime actuellement chez Giorda ? C'est la comédienne, l'artiste ou l'hypnotiseuse ? L'hypnotiseuse. L'hypnotiseuse. Ah oui, moi, je veux vraiment être... J'aimerais de tout mon cœur être reconnue vraiment en tant qu'hypnotiseuse, que dès que les personnes entendent le mot Giorda, c'est comme si ça leur faisait déjà du bien, avec l'envie de venir découvrir mon hypnose, de vivre des émotions, de l'imprévu, de rire, de se transcender. Enfin, oui, moi, l'hypnose, c'est... je suis vraiment... Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, vraiment en 2018, mais je suis tombée amoureuse de l'hypnose et j'ai envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie de partager la scène parce que c'est ça qui est génial, c'est que chaque soir, j'ai une team, j'ai une troupe différente avec qui il se passe vraiment des choses. Et c'est super. Donc oui, c'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse que j'ai envie de me faire connaître, que j'ai envie que les gens me connaissent et qu'ils aient envie de partager quelque chose d'incroyable et d'unique avec moi. Et on entend vraiment que c'est ton souci de faire du bien. Est-ce que tu es croyante ? Alors, je vais te dire oui et non. J'ai la foi en l'univers, la foi en la vie, la foi. Après, est-ce que croyante, ça, pour toi, tu l'interprètes à croire en Dieu ? Non, je sais pas. Mais en tout cas, je crois en une force supérieure. Beaucoup de femmes dans le milieu artistique disent qu'elles doivent prouver 2 fois plus pour exister. Toi qui évolues dans un milieu très masculin, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, j'ai l'impression, en tout cas me concernant, que c'est ce qui fait la différence, ce qui intrigue du coup encore plus et
peut-être qui donne envie aux autres de me découvrir, parce que justement, c'est mon petit argument. Vous connaissez l'hypnose avec les hommes, venez le découvrir avec une femme, venez vous endormir dans mes bras. Tu es très présente sur les réseaux sociaux, les vidéos. Comment tu travailles toute cette image toute seule? Alors, je travaille toute seule, je suis très présente. Je te remercie parce qu'il faudrait que je le sois encore plus. Non, parce que tu te rends compte vraiment que c'est un travail qui prend du temps. Et en fait, non, il faudrait que je sois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présente parce que comme je suis toute seule, un petit montage de 30 secondes qui pourrait être effectué en 1 minute, moi, ça me prend 3 heures. Et des castings, t'en passes encore ou pas du tout? Non, parce que je veux vraiment me spécialiser dans l'hypnose. Donc, toutes les envies de cinéma ou la comédienne d'antan qui passait, qui tournait dans scène de ménage, etc., pour l'instant, tu le mets de... Ah non, si on vient me chercher, parce que j'adore être comédienne, si on vient me chercher, j'y répondrai avec plaisir si le projet me plaît. Mais en tout cas, contrairement à avant, parce que moi, je suis venue sur Paris, je ne suis pas parisienne, et lorsque je suis venue sur Paris il y a 23 ans, effectivement, c'était vraiment dans l'idée de devenir comédienne. Là, si on m'appelle pour faire des projets qui me plaisent, encore une fois, si je peux le faire, j'en serais ravie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vais plus harceler, appeler, essayer, trouver, chercher pour passer un casting. Là, aujourd'hui, j'ai envie de trouver la meilleure version de mon spectacle, de le peaufiner, de le rendre merveilleux pour pouvoir justement le jouer partout et longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un effet de mode avec Mesmer et ça fait de nombreuses années que de grands mentalistes ou hypnotiseurs sont sur le devant de la scène. Comment tu l'expliques? Est-ce que ça a toujours existé ou c'est là maintenant? Non, l'hypnose a vraiment toujours existé. Par contre, Mesmer est médiatisé depuis quelques années. Or, avant, il ne l'était pas. Le fait qu'il ait été médiatisé, donc la télé, etc., ça a permis de démocratiser l'hypnose et de nous permettre à nous justement d'explorer cet univers, au public peut-être de moins être effrayé par l'hypnose, d'avoir un peu plus envie de découvrir ce qu'était l'hypnose, parce que justement c'est médiatisé. Du coup, comme c'est médiatisé, l'hypnose aussi médicale devient de plus en plus présente, et ça c'est génial. Mais oui, effectivement, je pense que c'est grâce à toute cette médiatisation mesmérienne que l'hypnose se développe un peu plus et qu'on en entend parler. Et toutes ces thérapies complémentaires, effectivement, dans les milieux hospitaliers, on veut les inclure. Donc, en 2024, finalement, dans un moment où le développement, on est vraiment dans une ère ultra futuriste, il y aurait un renouveau dans le ressenti. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle génération qui est à la recherche d'une nouvelle énergie, c'est ça? Je pense que malheureusement, on est tellement... plombé par toutes ces choses qui arrivent dans le monde, que égoïstement, à un moment donné, on a envie pour pouvoir encore plus porter et supporter et pouvoir même peut-être aider toutes ces choses qui nous tombent dessus. Oui, je pense que toutes ces thérapies un petit peu, pas altruistes, mais un peu, je ne vais pas dire non plus paranormales, mais en tout cas, voilà, holistiques, ça nous permet peut-être d'être plus ancrés, de se sentir plus fort pour pouvoir s'évader, pour mieux revenir, pour être encore plus fort, pour peut-être essayer de changer les choses. Toi qui es sur scène dans ce spectacle, est-ce que tu as une sorte d'exigence de hygiène de vie? Est-ce que quand on fait de l'hypnose, on peut fumer, on peut boire de l'alcool? Alors je pense que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fume pas. Ça exige une certaine hygiène de vie, non? Oui et non. Parce que tu vois, là, pour l'instant, mais en tout cas, en France, mes tournées, ce sont des dates ponctuelles, même si là, je viens d'enchaîner une semaine pratiquement consécutive, ce sont des dates ponctuelles. Par contre, à Avignon, et là, je vais refaire Avignon, ce sont 24 jours qui vont s'enchaîner. Donc oui, là, j'ai une hygiène de vie, sachant que la voix, que ce soit pour un comédien, un hypnotiseur, c'est hyper méga important. Donc oui, là, je ferai en sorte de me coucher tôt, de ne pas boire d'alcool, etc. Mais en tout cas, me concernant, alors c'est clair que si la veille d'un spectacle, je me couche à 5h du matin en étant totalement le show de mon lendemain sera moins spectaculaire que si je m'étais couchée justement raisonnablement. Donc oui, peut-être tu as raison, avoir une hygiène de vie au moins la veille de ta représentation. Lorsque tu parles de ton spectacle, tu racontes que tu as un certain magnétisme et fluide énergétique aussi. Ça, c'est ma croyance. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien de croire ça. Mais en tout cas, j'aime les gens et j'ai envie de partager vraiment quelque chose avec les gens qui sont avec moi sur scène. Donc oui, j'aime les sentir, j'aime qu'on soit vraiment une troupe, la personne qui
au moment T, va me sembler peut-être avoir plus besoin d'une suggestion qui lui fera du bien, bah oui, j'ai envie de la lui faire à elle. Tu t'es donc formée toute seule à l'hypnose, Oui. d'une façon À l'hypnose de intuitive. spectacle. De spectacle. Tu as regardé sur Internet comment... J'ai regardé sur Internet, Léo Brière m'a donné des conseils, j'ai acheté plein de livres, j'ai essayé. Alors, ma famille et tout mon entourage théâtral ne savaient pas que je me lançais dans l'hypnose, parce que moi-même, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc j'avais envie que personne ne le sache. Donc, lorsque j'ai fait... Le meilleur des projets se fait toujours dans le silence. Ah bah alors là, je peux te dire que c'était vraiment très, très silencieux. Et à un moment donné, quand je voyais la fameuse date fatidique arriver et que moi, je n'avais toujours hypnotisé personne, que j'avais toujours pas écrit de spectacle et que là, je commençais vraiment un petit peu à stresser, j'ai envoyé, je me souviens, un message à tous mes contacts, mais mes contacts du sport, de mon entourage amical, leur demandant voilà, si on pouvait s'organiser des sessions, moi j'appelle ça des hype training, pour pouvoir m'entraîner. Et c'est parti comme ça. Et donc, ma première représentation, mes amis du théâtre et mes parents n'étaient pas au courant. Alors, pour tous ces gens qui te suivent, qui vont te voir en spectacle, pour tous ceux qui voudraient devenir hypnotiseurs et en faire leur métier, y a-t-il une formation? Comment on peut devenir hypnotiseur? Alors, il y a sans doute des formations. Moi, je ne les connais pas. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire, de passer à l'action. D'être convaincu, parce qu'on est convaincu, on en devient convaincant. Que rien n'est échec, tout est expérience. Que oui, on va tomber, mais relevons-nous. Et justement, si on a glissé sur, je dis n'importe quoi, mais sur une peau de banane, eh ben, le lendemain, on verra que la peau de banane, elle est là, ben, on fera le tour de la peau de banane. Donc moi, c'est vraiment ma devise et que j'essaie de m'appliquer constamment parce que j'arrive pas forcément aussi à me relever de manière pimpante. Moi aussi, je peux être plombée par certains événements ou par des choses que j'aurais voulu faire mieux. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'être dans cette ligne. Ben voilà, faut oser passer à l'action parce que tant qu'on n'est pas passé à l'action, on ne sait pas ce qui va se passer. Et oui, ça sera pas comme moi, mon spectacle. Vous l'avez vu, je suis ravie de cette nouvelle version, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la version que je souhaite. Donc, il y a une première version là. Du coup, le 14 février, je suis déjà en train de réfléchir à une autre version, toujours en partant de cette base-là, mais en l'agençant différemment parce que je veux vraiment qu'elle soit la plus sublime possible. Quand tu es venue à Paris pour devenir comédienne et te lancer dans les castings et jouer au théâtre et dans les séries, etc., est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu t'es dit c'est pas fait pour moi? Mais je doute encore. Ah ben oui, je doute toujours. C'est pour ça que tous les mots que je dis à travers mon spectacle ou tous les mots que je suis en train de te dire là, en même temps, je me les dis vraiment à moi parce qu'on dit que l'hypnose, c'est aussi de l'auto-hypnose. C'est que malgré mes belles phrases et que je crois vraiment, bah, je n'arrive pas forcément à me les appliquer constamment. Donc oui, je doute toujours. La différence entre la théorie et la pratique. Voilà. Non, je doute toujours. Est-ce que mon spectacle va plaire? Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que les personnes qui vont être avec moi sur scène vont passer un bon moment? Est-ce que le message que je fais passer, est-ce qu'il va bien passer? Est-ce qu'on va avoir envie de me voir? Est-ce que je suis bonne? Non, je doute constamment. Quelle est ta plus belle rencontre dans le métier? C'est les hypnotisés. Et si je me suis lancée dans l'hypnose thérapeutique, c'est grâce aux hypnotisés, grâce à leur retour. En fait, j'ai une anecdote qui me donne à chaque fois envie de pleurer, mais elle est tellement belle. Je faisais une date à Toulouse et lors de mon ancien spectacle, j'avais un... Ah ouais, ouais. Bon bref, le spectacle se passe et à la fin, donc je suis à la sortie avec tous les hypnotisés et j'ai une jeune femme qui vient me voir en me disant, elle pleure. Et du coup, je lui demande si elle veut qu'on aille dans un endroit un peu plus seul, si elle veut pleurer tranquillement. Elle me fait non, mais en fait, c'est pas ça, mais en fait, je suis heureuse. Je dis, mais c'est génial, c'est bravo. Elle me fait oui, mais j'ai pas l'habitude, alors merci. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Oui, il faut pas se leurrer, je suis artiste, donc oui, j'aime la lumière, je veux qu'on me voit, je veux qu'on me regarde, mais en même temps, grâce à l'hypnose, en fait, j'ai tout. J'ai ce côté un petit peu, c'est affreux, mais ce côté narcissique où je me nourris des applaudissements et en même temps, j'ai ce côté où, waouh, je sens vraiment que je fais du bien à l'autre et de faire du bien à l'autre, mais en fait, ça me remplit, c'est merveilleux. Donc ouais, je le redis, mais c'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse que je vis mes plus belles émotions et j'ai tellement d'anecdotes comme ça. Pareil, ça, je l'ai redit, mais je le trouve super. J'ai une dame qui vient sur scène avec moi et en fait, je sens... Elle est hypnotisée, donc très, très réceptive. Et je sens à un moment donné qu'elle ne se sent pas forcément bien, qu'elle aimerait bien réintégrer sa place. Donc, je lui demande de réintégrer sa place. Et à un moment donné, j'ai une aventure où je prends un verre vide
et je demande à la personne d'imaginer qu'elle projette dans ce verre vide toutes les choses négatives qui l'empêchent d'avancer. Et là, je me dis, mais cette petite expérience qui va peut-être durer dans le temps, 1 heure, même pas, mais en tout cas, je sais que sur l'instant, ça va lui faire un bien fou. Donc, je demande à cette personne qui a voulu regagner sa place en début de spectacle si elle veut bien me faire confiance et si elle veut bien venir avec moi sur scène. Donc, elle vient avec moi sur scène. Je lui demande de projeter donc toutes ces choses négatives. Tu la vois pleurer sur scène, mais de manière très digne. Toi, elle est juste là, elle fixe le verre, mais tu vois qu'elle pleure. Et ensuite, je lui dis, c'est vous qui pouvez décider de rendre ces choses insignifiantes. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, vous claquerez des doigts en imaginant faire exploser ce verre et voler en éclats toutes ces énergies négatives. Donc, 1, 2, 3, elle claque des doigts. Elle soulève le verre, mais je te promets, tu sentais un trophée, une libération. Et à la fin, elle vient, à la fin du spectacle, elle vient me voir. Donc, elle s'écroule dans mes bras. Elle me dit merci. Elle me fait merci, parce qu'en fait, j'ai le cancer. Et vous m'avez fait du bien. Ouais. Bah là, j'ai même plus de mots. Je suis juste... Et en fait, tout ça, ça me nourrit, en fait. Chaque spectacle doit vraiment te prendre beaucoup en énergie. Oui. Comment tu te préserves, justement ? Alors, je ne sais pas si je me préserve. Je sais qu'après le spectacle, lorsque je discute avec les gens, je suis vraiment dans une euphorie. Du coup, j'ai l'impression que mon après-spectacle est aussi longue que le spectacle parce que les gens sont vraiment heureux d'être là et ils me demandent plein de choses, ils me posent des questions. Du coup, je ne peux pas rester trop longtemps avec eux parce que déjà, il y a le théâtre qui va fermer, parce qu'il y a des gens qui m'attendent, mais je n'arrive pas forcément à écourter le moment parce que tu sens vraiment qu'ils sont heureux. En même temps, si moi j'existe, je vibre et je rêve, c'est grâce à eux, donc je n'ai pas envie non plus d'écourter ce moment. Donc là, je suis encore dans une certaine énergie, mais une fois que tout ça est passé, mais je m'écroule dans mon fauteuil et c'est comme si mais vraiment, j'exagère pas, pendant une demi-heure, je pouvais plus me lever en fait, je suis plombée. Plombée où je fais... Mais non, c'est bien. Est-ce que tu as des envies d'aller à l'international ? Parce que quand on voit ton profil, on s'imagine que tu risques d'être invité au Canada, à Las Vegas. Canada, il y a Mesmer, donc je ne sais pas s'ils vont m'inviter parce que Mesmer, c'est quand même le plus grand donc, et qui est canadien. Oui, mais en même temps, toi, tu es une femme. C'est vrai. Et c'est quand même pas mal. C'est vrai. Parce que c'est rare. Ça fait partie de ton succès, ça, d'être une femme ? En tout cas, je ne sais pas si ça fait partie de mon succès, parce que pour le moment, j'estime ne pas avoir de succès, donc j'espère vraiment en avoir. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est la petite chose qui intrigue peut-être. Et les retours que j'ai, en fait, en plus, en tant que femme, je pense que ça m'accorde plus de liberté. Parce que du coup, je peux me permettre plus de blagues, plus d'improvisation, plus de pichenette, c'est mieux appréhendé par l'autre. Donc, je pense, et sur scène, il y a une réelle complicité et confiance qui s'installe et j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que parce que je suis une femme, c'est plus facile pour mes partenaires d'un soir de plus se laisser aller à une certaine confiance. Jorda, tu as une ambivalence extrêmement intéressante, c'est que d'un côté, tu es comédienne, hypnotiseuse sur scène avec une ambition que tu affirmes, chose rare chez les femmes, tu as des envies de succès. Tu n'es pas assagie parce que tu as du succès et tu pars en tournée. Et en même temps, cette ambivalence, elle est due à cette envie de faire du bien. C'est de l'altruisme pur et dur. C'est difficile d'être comme ça dans son quotidien ? Alors, je pense que c'est difficile parce que déjà, vraiment à la sortie de mes spectacles, j'arrive pas à écourter. Et donc ça, c'est compliqué à chaque fois pour les lieux qui me reçoivent, qui sont obligés de me dire, bon, Jorda, on ferme, donc ça, je pense que c'est compliqué. C'est difficile dans mon quotidien parce que, du coup, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me demandent, pas de leur sauver la vie, mais presque. Donc, du coup, je suis vraiment... je n'ai pas de réponse parce que à part être dans l'empathie et dans l'impuissance, donc ça me fait me considérer, oh là là, pas médiocre, mais presque, parce que je ne peux rien faire. Parce que justement j'ai la chance quand même de faire des tournées, des représentations, même si j'essaye d'être présente sur les réseaux, je réponds pas forcément à la seconde près aux messages que je reçois. Donc du coup parfois ça me fait avoir des réponses, oui donc en fait vous en avez rien à foutre. Donc parfois c'est compliqué de rester ou d'avoir l'impression de se dire bon je suis quelqu'un de bien, alors oui avec mes failles, avec mes faiblesses, mais c'est comme ça, c'est ce qui fait justement mon ambivalence et qui je suis.
Mais du coup, je peux pas être présente pour tout le monde. Je peux pas forcément avoir la réponse à tout. Se préserver de l'ultra-sensibilité, cette générosité, surtout avec les réseaux sociaux, ça peut être... Quel est justement... as-tu subi des agressions avec les réseaux sociaux? Parce que tu es sorti quand même de l'anonymat, toi qui dis ne pas avoir beaucoup de succès. Tu es quand même... on t'a vu sur des plateaux télé, enfin, tu es sorti de l'anonymat. Quelles sont les choses positives et moins positives? Alors, les choses positives, c'est que j'ai la chance, je pense, d'avoir un public qui est fidèle. Tu vois, là, j'ai fait une date il n'y a pas très longtemps à Auray. Et j'ai des personnes de Auray qui viennent me voir là le 14 février à Paris, qui ont modifié tout leur emploi du temps pour venir, alors qu'elles ne me connaissaient pas, elles m'ont vu à Auray, ça a été une révélation pour elles. J'ai d'autres personnes que j'ai rencontrées pareil lors d'une représentation l'année dernière aussi à Auray, qui du coup, ces personnes-là sont venues pour ma première le 23 janvier. En fait, c'est vrai qu'il s'instaure vraiment pas une complicité, mais une affinité ou un rapprochement qui peut être qui peut paraître assez intime, alors que ces gens ne me connaissent pas et je ne les connais pas, mais qui, par rapport à ce qu'ils ont vécu sur scène ou dans le public, bah, ils ont simplement envie de réassister, de découvrir ou redécouvrir le spectacle parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu, ils ont aimé ce qu'ils ont ressenti, ils ont aimé qui j'étais. Et je me dis, ah punaise, mais merci. Et je veux continuer à être à la hauteur de ça parce qu'encore une fois, si l'hypnose de spectacle existe et si j'existe, bah, c'est grâce à la confiance de toutes ces personnes qui acceptent de partager la scène avec moi et qui me font le show, parce que le show, c'est elles qui le font, c'est pas moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur scène de faire venir une personne qui n'est pas du tout réceptive? Alors oui et qui non. est dans la résistance? Oui et non. C'est-à-dire que tout de suite, lorsque je fais venir une première salve de personnes, et elles sont nombreuses, j'arrive à déceler tout de suite les personnes qui vont pas être réceptives. Mais dans l'instant, je vois qu'elles ont quand même envie de tenter quelque chose. Donc je me dis, ben voilà, tentons. Et de toute manière, je sais que je vais les renvoyer à leur place. Des personnes qui ont été vraiment dans la défiance, j'ai la chance, je touche du singe, de ne pas en avoir. De pas en avoir. Oui, je vais avoir des personnes qui vont dans le public me dire non, moi j'y crois pas, ça sert à rien. Mais je les sens pas dans la défiance ou dans la malveillance. Juste, elles expriment que non, ça marche pas sur elles. Est-ce que le lâcher-prise, c'est la première chose à faire pour être hypnotisé? Ou la confiance? Tu parles beaucoup de confiance. Je parle que c'est la confiance. Parce que le lâcher-prise, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça veut plus rien dire, parce que c'est comme la bienveillance, finalement, ça devient des termes assez galvaudés. Non, pour moi, je pense que, et c'est l'image que je veux donner, c'est que lorsque j'arrive sur scène, j'ai envie d'être rassurante, de montrer, regardez, je suis comme vous, ça va super bien se passer, j'ai envie qu'on vive un moment extraordinaire. Donc faites-moi confiance. On va faire des petits jeux de concentration. Donc la seule chose par contre sur laquelle je vais vous demander d'être posé, c'est la concentration. Concentrez-vous et waouh, voyons ce qui se passe. C'est toi qui écris les spectacles? Oui. Alors comment on devient auteur de ses propres spectacles? Ça aussi, est-ce qu'il y a une formation? C'est de l'intuition, c'est de l'envie, c'est du travail? Non, c'est du travail, c'est de l'envie et c'est de l'intuition. Après, je suis même ce nouveau spectacle, je le coécris aussi avec Léo Brière. Donc en fait, moi, il y a tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai envie d'exprimer. Et à partir de là, tous les deux, donc moi j'écris une première version et à partir de là, on voit ce qui est compréhensible, pas compréhensible, lourdingue, ça sert à rien, inutile, ça c'est pas mal, faudrait l'exploiter un peu plus. Mais non, moi j'ai envie d'exprimer que... En fait, moi ce qui me tient à cœur avec l'hypnose, c'est oui, c'est un divertissement, oui, c'est du show, mais en fait, les gens, on est extraordinaires, mais on n'ose pas l'être. Alors osons l'être et voyons ce qui se passe. En début d'interview, tu racontais que tu étais une petite fille plutôt espiègle, pleine de vie. Je le suis toujours quand même. Dans ton spectacle, ça se ressent. Ah, c'est cool. Ah non, mais à 100%. C'est sympa, tu donnes des tips, tu fais du bien, tu es rigolote, tu es positive. C'est une houle comme ça de joie et de gaieté. Une gaieté à toute épreuve. Alors, une gaieté à toute épreuve, oui et non. C'est quand je suis encore plus plombée, j'ai cette gaieté qui, comme sans doute a une armure, qui devient encore plus exacerbée. Pour peut-être moins écouter parfois mes coups de blues, mes détresses, etc. Ça t'arrive d'avoir des vrais coups de blues? Oh oui. Mais les vrais où tu tombes, etc. Parce qu'on oui. se dit que quand on est hypnotiseuse, on a un savoir-faire où tu parlais de la théorie, une théorie du mieux vivre. Mais en fait, on sent ton ultra-sensibilité. Oui. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, je pense que je suis de très, très bons conseils pour les autres. Et c'est pour ça que quand je parle aux autres, j'essaie d'entendre et d'écouter ce que je dis. Parce que je me dis, putain, c'est pas mal. Pourquoi je me l'appliquerais pas? Mais oui, bien sûr. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter?
Me souhaiter la notoriété. En fait, la notoriété dans le sens où si j'ai la chance justement d'être connue et reconnue par le grand public, bah, je pourrais encore avoir plus de, de pouvoir pour créer et imaginer. Parce que là, forcément, moi, je suis en développement d'artiste. Donc, du coup, il y a un souci financier. J'ai plein d'idées, mais que pour le moment, matériellement, on ne peut pas forcément les mettre en place. Et en fait, j'ai envie de ne pas me laisser, de pas avoir de limites, parce que dans ma tête, j'ai tellement de choses à dire, à tenter, à révéler. J'ai envie d'essayer. Et pour l'instant, matériellement, on doit se canaliser. Et moi, j'ai envie d'être connue, reconnue pour leur donner encore plus, pour avoir la facilité de pouvoir leur donner encore plus. L'ambition au féminin, c'est relativement nouveau, ça, des femmes qui assument l'ambition au féminin. Et cette fougue, cette envie que tu avais déjà petite, d'après toi, tu es née comme ça, c'est dans ton ADN ou c'est tes parents qui t'ont permis de t'influer l'énergie ou la confiance en soi nécessaire? Je pense que c'est dans mon ADN, parce que je suis fille unique. Moi, je viens du sud de la France. Et lorsqu'à 7-8 ans, j'ai déclamé à mes parents, oui, moi je serai comédienne, j'aurai un César, etc. La première chose que m'ont dit mes parents, non, ça c'est pas un métier. Nous, on veut que tu fasses un métier normal. En plus, fille unique du Sud qui va aller en France, comme toutes les chansons, je voyais mon nom en grand en haut de l'affiche. Parlons de ton nom, justement. Ton nom de scène, c'est Giorda. Ouais. C'est ton nom de famille. Tu t'appelles Laetitia Giorda. Pourquoi Giorda? Parce que c'est mon nom de famille, je suis fière de mon nom. Et que du coup, derrière ce nom, il y a tout un groupe, la famille. Il y a la famille. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce choix. Oui, peut-être. On dit que justement le nom, alors maintenant à cette époque plus vraiment, mais on dit que le nom se perpétue grâce aux garçons. Mes parents n'ont pas eu de garçon, donc regarde papa, ton nom sera perpétué grâce à moi. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Laetitia, celle qui avait 8 ans et qui rêvait? Je lui disais, tu vois, n'écoute pas ce que disent les gens, parce que regarde d'où tu es parti, regarde où tu en es, et regarde encore la ligne d'arrivée, elle est loin, mais c'est génial parce qu'en fait, le chemin parcouru est encore plus long derrière toi, alors que devant, tu la vois, la ligne d'arrivée, et le but, c'est ne l'atteins jamais, continue simplement d'avancer sans jamais l'atteindre, parce que je me dis que finalement, si un jour j'arrivais à l'atteindre, j'aurais plus d'envie, plus de challenge, plus de... Donc non, en fait, j'ai juste envie d'avoir l'énergie de continuer à avancer. Continuer à avancer. Est-ce que tu te formes encore constamment? Parce que là, tu es donc sur scène dans ton spectacle. On l'a dit, tu pars en tournée. Le 13 mars, tu es donc à l'Européen. Est-ce que tu te formes encore? Est-ce que dans ton talent d'hypnotiseuse, tu peux aller encore plus loin, d'après toi? Oui, je pense qu'on peut toujours tous aller plus loin. Quel que soit le corps de métier, on peut plus aller plus loin. Et je pense que c'est cette conviction qui te permet à chaque fois de te challenger, de te sublimer, de te remettre en question, d'avancer. Et donc oui, je pense que je peux encore aller plus loin. Oui, je suis perfectible. Oui, je suis pas forcément satisfaite de tout ce que je fais. Tu vois, c'est pour ça que là, je suis très heureuse de mon bébé. Mais pour moi, j'ai pas encore le bébé que je veux. Mais oui, on peut toujours faire différemment, faire mieux, en tout cas, cette envie d'avancer, parce que c'est vraiment encore plus en hypnose, c'est le public. Et j'ai envie de partager ça avec le public et j'ai envie d'avancer avec le public. Toujours emmener avec toi le public vers un mieux vivre aussi. Oui. Merci Giorda merci à pour toi. ce magnifique moment.